Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire de la formation continue. Aujourd'hui, nous parlerons d'immunité et de nutrition. Et pour ça, nous avons la chance d'accueillir deux intervenants, deux experts, Monsieur Jean-Nève et Madame Aude Dillis. Donc, merci à tous les deux d'être ici avec nous. Alors, peut-être petite présentation. Donc, Jean-Nève est professeur ordinaire émérite en faculté de pharmacie de l'ULB et chercheur spécialiste des micronutriments. Il est également actuel président du Conseil supérieur de la santé. Aude Dillis, de son côté, a un master en sciences de la santé publique et est maître assistante à la Haute École Lucia de Brocaire. Elle est également diététicienne indépendante. Elle a participé en tant que consultante experte au Conseil supérieur de la santé pour la partie diététique et santé publique et a notamment participé aux dernières recommandations alimentaires pour la population belge. Donc, comme d'habitude, nos experts feront un exposé d'une vingtaine ou une trentaine de minutes sur le sujet du webinaire. Vous pourrez leur poser les questions pendant tout leur exposé en utilisant l'onglet « Questions ». Donc, utilisez bien l'onglet « Questions » que vous pouvez voir et pas l'onglet « Chat » pour poser vos questions. Ça nous facilitera la vie. Dans ce cadre-là, mes collègues Sébastien Poutrin et Valérie Lambert seront là pour vous assister dans le chat. Donc, dans le chat, vous pourrez discuter entre vous si vous le souhaitez, ou si vous avez un souci technique, vous pouvez également utiliser le chat. Et donc, après la présentation de nos experts, nous poserons alors vos questions à nos experts. Alors, vu le nombre de personnes qui est connecté, il est possible qu'on n'aura pas l'occasion de poser toutes vos questions, mais on fera un maximum pour pouvoir vraiment poser les questions les plus variées et le plus possible afin de vraiment pouvoir répondre à toutes vos questions, tout simplement. Voilà, je pense que les présentations sont faites et que vous avez maintenant toutes les informations pratiques pour commencer ce webinaire. Donc, je n'ai plus qu'à céder la parole à nos deux experts. Bon webinaire à tous. Voilà, bonjour à tous. Je pense qu'on m'entend et on me voit. Donc, je vous parle d'une distance d'environ 1000 km de la Belgique, mais tout se passe bien pour le moment et tant mieux. Il fait très chaud où je suis. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté de vous entretenir un petit peu de la problématique de certains micronutriments en période de crise, en particulier en période de Covid, avec, disons, l'intention de vous démontrer un petit peu que par certains moments, on parle beaucoup des nutriments alors qu'on les connaît depuis longtemps. On les monte, on essaye de les vendre partout. Et puis finalement, avec une certaine déception aussi, c'est ce que nous allons démontrer dans cet exposé. Donc, je suis spécialiste en micronutriments en ce sens que pendant mes plus de 40 ans d'activité universitaire, j'ai travaillé dans le domaine des oligo-éléments et des vitamines. Alors, ce terme micronutriments n'est pas très précis, n'évoque rien du tout, simplement qu'il existe des nutriments qui sont donc des composants essentiels d'alimentation et qui sont donc importants. Micronutriments, ça voudrait dire qu'on est à l'échelle du micro, ce qui n'est pas le cas pour pas mal d'oligo-éléments et de vitamines. Donc, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui se vend bien, puisqu'il y a des personnes qui se font appeler micronutritionnistes, hein, comme le terme nutritionniste est très employé, souvent extrêmement mal employé d'ailleurs. Et donc, la micronutrition, ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que, en ce qui me concerne, j'ai étudié particulièrement ces oligo-éléments et ces vitamines, dont un de mes oligo-éléments préférés, c'est le sélénium, mais j'ai beaucoup étudié le zinc, le cuivre, le manganèse. En ce qui concerne les vitamines, on a beaucoup travaillé sur la vitamine E, la vitamine D, etc. Beaucoup d'études pendant ces 40 ans d'activité universitaire. Donc, le thème d'aujourd'hui sera de voir un petit peu pourquoi on les met en valeur à certains moments. Et alors, en termes de référence, je crois que vous voyez ça à l'envers, mais je vous renvoie vers le site du Conseil supérieur de la santé, où vous voyez ici un petit ouvrage qui s'appelle Recommandations nutritionnelles pour la Belgique. Il date de 2016. En fait, vous avez absolument tout dans cet ouvrage pour bien comprendre. Il y a énormément de choses qui se racontent sur les micronutriments, sur les vitamines, les oligo-éléments, qui sont des choses totalement fausses, totalement exagérées, dans un but mercantile.
Et si vous regardez ce petit ouvrage, je le conseille fortement, bien sûr, aux médecins, aux pharmaciens, aux nutritionnistes, aux diététiciens. Allez regarder ce petit ouvrage, vous avez toute une série de choses qui vous sont bien expliquées. Alors, on a parlé tout à l'heure des recommandations alimentaires, c'est le petit ouvrage que nous venons d'éditer, où là, on ne parle plus de nutriments, mais d'aliments. On pourra en parler tout à l'heure avec Madame Dillis. Et finalement, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est un rapport que nous avons fait, navré de vous montrer tout cela, c'est un rapport que nous avons fait, vous voyez, qui s'intitule Vitamine D, zinc et Covid-19. Donc voilà la crise du Covid qui s'installe. On est plus d'un an, on est en fin janvier, début février 2020, excusez-moi pour les dates, ça peut parfois ne pas être juste, mais disons, il y a bien plus d'un an où la crise de Covid commence. Et donc, très rapidement, on voit arriver des personnes qui disent, oui, mais ce Covid, ce virus, finalement, eh bien, on va pouvoir s'en protéger en stimulant notre immunité. C'est un peu un leitmotiv, stimuler l'immunité. Et comment peut-on le faire? Ben, en se tournant notamment vers des nutriments qui sont connus pour des effets immunostimulants. Alors tout ça est connu, hein, ça fait plus de 20-30 ans qu'on connaît les nutriments qui sont des immunostimulants, et donc il y a une espèce de choix qui se porte sur la vitamine D. Bon, vitamine D, on en a déjà beaucoup parlé, je vais en parler en détail tout de suite. C'est une vitamine qui est souvent manquante ou qui est souvent insuffisante dans notre alimentation. Et donc, on se dit, vous voyez, ben, si on a la COVID, si on attrape ce virus, c'est parce que on n'est pas bien protégé par notre vitamine D. C'est un peu le même discours pour le zinc, qui est venu aussi au devant de la scène en disant on n'est pas bien protégé parce que finalement, on ne consomme pas assez de zinc. Alors, comment procède-t-on au Conseil supérieur de la santé? Ben, on procède tout d'abord en se posant des questions, notamment par rapport aux propriétés biologiques de ces nutriments. Alors, elles sont extrêmement bien connues, bien sûr, pour la vitamine D. Il y a différentes façons d'acquérir cette vitamine D, on va en parler tout de suite. Point de vue métabolisation, ben c'est très simple. La vitamine D se métabolise en un métabolite hydroxylé qu'on appelle la 25-hydroxyvitamine D, que l'on peut en fait doser dans le sang. C'est un reflet des apports corporels en vitamine D. Donc déjà un paramètre biologique qui va nous intéresser puisque grâce à un dosage sanguin, on peut dire plus ou moins si on est optimal ou si on n'est pas optimal en vitamine D. Donc, très important, les marqueurs biologiques. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans les questions. Ils sont souvent fiables, mais ils sont parfois tout à fait fantaisistes. Donc, dans le cas de la vitamine D, ça existe. Les rôles biologiques sont très connus. Je vais presque vous rappeler une chose que vous connaissez bien. La vitamine D influence le métabolisme osseux. C'est une vitamine qui est nécessaire pour la constitution de notre masse osseuse, mais il a aussi été démontré dans plusieurs études plus récentes qu'elle stimulait l'immunité. La vitamine D est un immunostimulant et a différentes autres propriétés. Si on a des carences en vitamine D, on fait des fractures, on a des problèmes de développement osseux, mais on a aussi, c'est important, certaines maladies chroniques et notamment notre immunité qui est baissée en cas d'apport insuffisant en vitamine D. Alors, autre question qu'on se pose directement quand on parle d'un micronutriment, c'est de dire, mais sommes-nous déficients ou pas? Parce qu'on voudrait nous mettre à toutes les sauces de la déficience. Eh bien, pour la vitamine D, la réponse est extrêmement simple. 40 à 100% de la population a des apports insuffisants en vitamine D. Et donc, s'il y a une propriété, s'il y a quelque chose à mettre en avant, ben c'est cette carence extrêmement fréquente. Et donc, essayer de corriger cette carence par l'alimentation ou d'autres manières. Mais donc, retenez ce chiffre, 40 à 100% de la population manque de vitamine D. Ça dépend un petit peu des indicateurs qu'on utilise. Selon certains indicateurs, ça peut même être 80% de 20 à 100% de personnes qui ont des apports insuffisants en vitamine D. Donc, pour ça, on peut faire des dosages sanguins et on a des valeurs cibles qui sont reprises dans le petit guide que je vous ai montré. Alors, si cet apport insuffisant est démontré, ben, il faut essayer d'y remédier et donc de se dire d'où va-t-on tirer notre vitamine D? Alors là, c'est une problématique complexe. Tout à l'heure, Odile l'abordera.
il y a des aliments qui sont riches en vitamine D, mais il y a aussi des aliments qu'on enrichit en vitamine D, hein, notamment le lait, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, la contribution alimentaire est déjà difficile à déterminer parce qu'il y a des aliments naturels, entre guillemets, puis il y a des aliments enrichis. Alors, il est très fréquent aussi que les personnes consomment des compléments alimentaires. Et donc là, on ajoute encore un petit peu de vitamine D, donc toujours difficile à évaluer. Et enfin, euh, n'oublions pas, ça c'est une dernière variable importante, c'est qu'une partie de la vitamine D est synthétisée dans notre peau sous l'action de l'UV. Je suis bien placé pour le moment pour me mettre à synthétiser de la vitamine D, mais une partie non négligeable de vitamine D provient de la synthèse par la peau. Et donc, vous voyez la complexité du problème en se disant finalement, est-ce que d'où tire-t-on notre vitamine D et est-ce qu'on en consomme suffisamment? Alors, en ce qui concerne maintenant les propriétés immunostimulantes, j'essaie d'avancer parce que le temps passe vite, eh bien, effectivement, on constate que la vitamine D peut influencer la sévérité des affections respiratoires. Alors, la carence en vitamine D peut influencer la sévérité des affections respiratoires, et donc ça colle très bien avec la COVID, qui est évidemment une infection respiratoire. Vous voyez la clé, l'évidence que c'est la carence en vitamine D qui complique ce problème. Et ça a été bien démontré, mais on va voir tout de suite que ça n'a pas été démontré dans le cas de la COVID. Donc, si beaucoup de personnes ont commencé à annoncer que la vitamine D pourrait nous aider pour nous protéger contre la COVID, eh bien, on a commencé à faire des études et ces études, jusque maintenant, d'abord, elles étaient mal réalisées parce que vous vous rendez compte, en moins d'un an, enfin, en un an, quelques mois même, on a fait des études qui étaient de mauvaise qualité. Ces études n'ont jamais rien démontré par rapport à une relation entre une déficience en vitamine D et l'infection, la sévérité de l'infection par la COVID. Et donc là, il n'y a pas de démonstration qu'une carence en vitamine D rend la COVID plus sévère. Et d'autre part, on a commencé aussi à faire des essais de supplémentation et donc complémentation. On a administré de la vitamine D et là, toutes les études réalisées n'ont pas démontré d'effet de la vitamine D. Et donc, vous voyez un petit peu comment tout ça se dessine, une idée. Ah, mais pensons à la vitamine D qui est immunostimulante. Quand on est devant le terrain, tous les travaux qu'on essaye de faire se révèlent insuffisants et donc pas de démonstration. En parallèle, je terminerai mon exposé là-dessus dans 5 minutes, en parallèle, il y a beaucoup de bruit qui se fait dans les médias, auprès de journalistes, chez certains médecins, etc., qui nous poussent à consommer des quantités de vitamine D, mais globalement, il n'y a pas d'aide possible dans le cas de la COVID. Par contre, et Aude Dillis tout à l'heure va évidemment aller abonder dans ce sens, n'oublions pas que nous sommes carencés en vitamine D. 40 à 100% de personnes sont carencées. De lors, il faut penser à la vitamine D. Il faut penser à manger des aliments riches en vitamine D. Il faut aussi, et le Conseil supérieur de la santé a été très clair, il faut aussi prendre des compléments alimentaires en vitamine D, mais surtout pas des mégadoses comme certaines personnes le prescriraient. C'est toujours un petit peu l'écueil qu'on voit dans le domaine, c'est de dire, ah, il nous manque de vitamine D, on va vous bombarder de vitamine D, vous donner des mégadoses, et ça ne marche pas, c'est même dangereux, ça a même des effets délétères démontrés. Alors, deuxième élément que je voudrais aborder, vous allez voir, il est différent, c'est le zinc. On a beaucoup parlé du zinc. Donc, le zinc est un oligo-élément extrêmement intéressant aussi, puisque nous avons 300 enzymes qui utilisent le zinc dans le règne vivant, chez les animaux. Et donc, vous pensez que le zinc est présent partout. Et depuis très longtemps, j'y ai participé personnellement à ce genre d'études, on sait aussi que les carences en zinc se traduisent par des atteintes immunitaires, que notre immunité est diminuée. Et donc, c'est pour ça qu'on y a pensé aussi tout de suite. Moi, je me rappelle, au mois de février, j'ai reçu des lettres de collègues, des mails de collègues en disant est-ce que ça ne t'intéresse pas de commencer des travaux sur Covid et zinc, il y a de grosses évidences, bon, blablabla. Bon, moi, j'ai dit qu'à ce moment-là, ça ne m'intéressait pas, que j'y croyais pas trop.
mais donc même engouement pour cet élément. Alors le zinc, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas d'indicateur biologique très fiable, ce sont les concentrations plasmatiques. D'autre part, ces concentrations plasmatiques sont diminuées en cas d'infection, d'inflammation, et donc ça peut conduire à des mauvaises interprétations. Si on ne connaît pas bien les oligoéléments, on se fourvoie, tout de suite on va dans des choses qui ne sont pas justes. Alors, les apports alimentaires, on les a testés bien sûr au niveau mondial, mais aussi en Belgique. Eh bien, on constate qu'il y a beaucoup moins de personnes habituellement carencées en zinc dans notre pays. En Belgique, il y aurait environ 10% de personnes qui ne consommeraient pas assez de zinc. Au niveau mondial, ça va jusqu'à 20%. Donc, vous voyez que c'est différent de la vitamine D, 40 à 100% de gens qui n'en ont pas assez. Pour le zinc, 10 à 20% de personnes qui n'en ont pas assez. Alors, certains groupes, je n'ai pas le temps de les détailler, vous trouverez tout ça dans le petit guide, mais certains groupes sont évidemment, méritent plus d'attention. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on est carencé, il faut de nouveau prendre des quantités supplémentaires de zinc ou manger des aliments riches en zinc, varier son alimentation, privilégier les aliments riches en zinc, on en parlera tout à l'heure, et la relation entre zinc et immunité est une relation extrêmement forte, extrêmement bien démontrée. Donc, encore une fois, on ne s'est pas vous fourvoyer en pensant au zinc, mais on a de nouveau tenté des choses et on est tombé devant les mêmes échecs qu'avec la vitamine D, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de relation entre un apport insuffisant en zinc et la sévérité, la gravité de l'affection Covid, c'est venu au cours du temps de mois en mois. Et d'autre part, on a aussi testé des supplémentations, on a aussi testé des compléments alimentaires à des doses très élevées qui sont pour nous des doses médicamenteuses. Donc, par exemple, juste pour vous citer un chiffre, les apports en zinc que nous recommandons, c'est de 5 à 10 mg par jour pour des personnes marginalement carencées. Ici, toutes les études se sont faites avec des doses monstrueuses de 50 à 180 mg par jour. Vous voyez un petit peu le danger qu'il y a de tomber dans ces hautes doses. Et alors, il y avait 38 études qui ont été effectuées. Vous voyez que les scientifiques ne chôment pas. Et en fait, aucune de ces études n'a apporté de démonstration évidente que le zinc jouait un quelconque rôle. Et donc, notre conclusion est toujours de dire, pensez au zinc comme il faut penser à d'autres nutriments comme la vitamine D. Pensez au zinc d'abord via votre alimentation ou via d'autres apports compléments alimentaires. On n'est pas opposé aux compléments alimentaires à partir du moment où ceci reste sage, mais donc n'allez pas donner de très fortes doses de vitamine D et de zinc, ça ne sert absolument à rien. Voilà, j'aimerais terminer cet exposé peut-être sur un petit historique. J'ai tous les papiers devant moi ici, mais je vais évidemment pas vous les discuter. Donc, je crois que vous avez bien compris que la Covid, cette crise qui nous est arrivée voici plus d'un an, a mis le monde scientifique en émoi. Je ne vous parlerai pas de l'hydroxychloroquine du professeur Raoult, qui est pas loin d'où je suis maintenant, mais donc vous avez vu un peu le désastre que cette hydroxychloroquine a fait. Il y a eu d'autres tentatives, notamment avec la colchicine, qui n'ont mené à rien. Donc ces thérapeutiques qu'on invente comme ça et qu'on révèle à la presse, tout ça se révèle de la fumisterie. Il faut être extrêmement prudent avec tout ça. D'autant plus que voilà, au départ, il y a des bases qui peuvent être intéressantes. Je regarde ici devant moi le premier article qui parle de vitamine D et de zinc date de début mars 2020. Vous voyez qu'en quelques semaines, on commence à sortir des papiers dans des bonnes revues qui disent pensez à la vitamine D, pensez au zinc. Et puis, on voit arriver tout doucement des papiers de thérapeutes marginaux. Je n'ai pas beaucoup l'occasion d'en parler non plus. Mais donc, vous savez que parmi notre corps médical, parmi nos nutritionnistes parfois, parmi nos pharmaciens aussi, il existe des personnes qui se croient comme cela détentrices d'une science exceptionnelle en disant prenez de la vitamine D, prenez du zinc, ça va régler tous vos problèmes.
Et ça va, ces personnes, bien sûr, se méprennent, fourvoient les gens, c'est repris par les médias, j'en parlais tout à l'heure, toujours avide d'infos, et la crise de la Covid a bien montré cette avidité d'infos. On entendait au JT que des personnes poussent pour la vitamine D, il faut en prendre, etc. Même l'Académie de médecine de France a été poussée à un certain moment pour la vitamine D sans de réels arguments. Donc les gens perdaient un peu la tête aussi par rapport à ces pressions. Chez nous, il y a toute une série de naturopathes qui ont été jusqu'à écrire à notre ministre Van den Broek, notre ministre de la Santé, en disant, nous, on a le remède, il faut, je lis devant moi, prendre un supplément de zinc 20 mg par jour. Je vous ai dit, c'est beaucoup trop, c'est exagéré. Prendre un supplément de vitamine D, 2000 unités internationales par jour, c'est aussi exagéré. Alors, le conseil suivant est assez amusant. Suivre un régime alimentaire plus sain. Je me doute qu'Odilis va applaudir dès demain. Leur quatrième conseil, c'était humidifier l'intérieur. Faut humidifier et puis porter des masques, qui n'a pas dit qu'il fallait porter des masques. Vous voyez, ce sont des pressions qui sont exercées sur le politique, et puis le politique revient vers le Conseil supérieur de la santé en disant, mais qu'est-ce qu'on doit tirer de ces pressions, de ces gens qui nous disent, donnez de la vitamine D à tout le monde, donnez du zinc à tout le monde. Alors, vous avez des gens très sérieux qui réagissent, comme le Centre belge d'information pharmacothérapeutique chez nous, qui dit pas d'intérêt pour la vitamine D, des organisations internationales comme NICE qui vont dans le même sens. Le Vidal en France, des gens sérieux disent qu'il n'y a pas d'intérêt pour une supplémentation en vitamine D. Et que constate-t-on pendant ce temps? J'ai presque terminé, dans une ou 2 minutes, j'aurais terminé. Que constate-t-on pendant ce temps? C'est très amusant. Augmentation fulgurante de la vente de la vitamine D et du zinc. Donc, tous les fabricants de vitamine D et de zinc ont fait des chiffres de vente assez exceptionnels, finalement, pour quasi aucun résultat. Alors, on est content qu'on pense enfin à la vitamine D, à corriger ces faibles apports en vitamine D ou en zinc. Mais donc, dans le cas de la Covid, c'était une supercherie. Ça ne servait à rien d'aller acheter, se précipiter sur ces compléments alimentaires. Ceci dit, c'est pas une mauvaise démarche, mais il faut y penser hors crise aussi. C'est pas parce qu'il y a la Covid que tout d'un coup on va avoir la solution miracle. Bon, ça continue, hein, les démentis continuent. Je vois ici le dernier en date qui est un institut de santé allemand qui a dit pas d'intérêt d'aller se précipiter sur la vitamine D. Voilà, je pense avoir été clair en vous expliquant un petit peu ce qui pouvait se passer dans ces temps de crise. Alors, on a bien sûr d'autres exemples de ces engouements pour les vitamines, les oligo-éléments, desquels il faut absolument se méfier. Et donc, pour cela, je terminerai là-dessus. Je vous renvoie aux recommandations nutritionnelles que nous avons publiées, petit ouvrage extrêmement intéressant où vous avez toute une série de réponses à des questions qu'on peut se poser, mais les choses peuvent évoluer, ça c'est clair. Vous voyez que cet ouvrage date de 2016, eh bien, 5 ans après, on a refait le point, il y avait de nouvelles données. Donc, les scientifiques ne sont pas contre des évolutions, mais il faut des données basées sur les preuves. Voilà, je vous remercie et je cède la parole à Aude. Alors, merci. Et surtout, merci à Monsieur Neve de mettre en évidence l'importance de l'alimentation. Comme ça, le diététicien va pouvoir prendre un peu sa place aussi dans ce tableau. Donc, je vais juste, moi, partager un petit support. Hop, hop. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien le support. Et donc, je vais, moi, compléter l'information de Monsieur Neve par le point de vue de la diététicienne en matière de vitamine D et de zinc, et en partant aussi de ces recommandations du Conseil supérieur de la santé. Donc, tout d'abord, on va faire un peu le point sur la vitamine D. Là, je pense que Monsieur Neve a bien insisté sur le fait que
la déficience en vitamine D n'est pas nouvelle et donc est à surveiller, on va dire, tout le temps, si je puis dire. Et on va aller revoir un peu justement dans ces documents du CSS sur la vitamine D, le zinc et la Covid-19. Puis bien ce que dit le CSS à propos de ces recommandations alimentaires. Donc, le CSS insiste sur le fait que des conseils hygiéno-diététiques adaptés soient faits aux personnes qui le souhaitent. Et qu'il est important de promouvoir la consommation d'aliments qui sont, comme l'a dit Monsieur Neff, soit naturellement riches en vitamine D, soit des aliments qui sont enrichis. Donc, les aliments qui sont naturellement riches, ce sont les poissons gras, les œufs, les fromages et les viandes. Et les aliments qui sont enrichis, c'est le lait, les produits laitiers, les margarines et les céréales. Alors, le CSS insiste aussi sur le fait qu'il convient éventuellement d'ajouter des compléments alimentaires. Donc, ça, c'est moins le domaine du diététicien, mais il faudra renvoyer bien évidemment vers les médecins traitants. Et que l'objectif d'apport quotidien en vitamine D est estimé à 20 microgrammes par jour ou dans l'ancien système à 800 unités internationales. Alors ça, c'est ce que M. Neff vous a dit. Donc, on est quand même entre 40 et 80%. Donc, c'est les chiffres que j'avais. Donc, M. Neff a même parlé de 100% de personnes qui sont en déficience en vitamine D. Et donc, comment faire d'un point de vue alimentaire? Donc, là, je vous donne des chiffres un peu en vrac. Hein. Donc, on voit que les aliments que je vous présente là sont des aliments que j'ai mis par portion pour que ce soit beaucoup plus facile à appréhender. Donc, plutôt que de mettre les recommandations, les quantités de vitamine D présentes dans les aliments par 100 grammes, ce qui est toujours un peu difficile à se représenter. Donc, j'ai par exemple utilisé un verre de lait, une portion de brie, une tranche de fromage. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus clair. Et donc, on voit qu'on a des quantités de vitamine D qui sont assez variables d'un aliment à l'autre, avec une petite particularité, c'est qu'on est sur des aliments, sauf pour certains aliments enrichis, on est sur des aliments qui sont pratiquement tout le temps d'origine animale. Donc, on va avoir dans les aliments d'origine animale de la vitamine qui est de la vitamine D3 et qui est une vitamine qui est beaucoup plus biodisponible, donc qui va être plus utile, si vous voulez, pour l'organisme. Et donc, ce qui est surtout important de mettre en évidence ici, donc je suppose que vous voyez sur mes petites vignettes là, que par exemple, si on prend le saumon, on a 19,6 microgrammes par portion de saumon, alors que si vous prenez un poisson qui est extrêmement maigre, comme le colin, par exemple, vous êtes à 0 microgramme par portion. C'est vraiment important, là, je pense, de rappeler que il y a une lutte, en fait, dans la population contre les matières grasses, mais là, on parle d'une vitamine qui est liposoluble, et donc, on va la retrouver dans les aliments qui sont gras. Et donc, il ne faut en tout cas pas avoir peur de consommer des produits comme du saumon, par exemple, ou un fromage qui est plus gras de temps en temps pour justement avoir une présence un peu plus importante de vitamine D, qui est une vitamine liposoluble. Alors, c'est un peu difficile de se repérer avec ces aliments en vrac, donc j'ai fait un petit exemple ici, donc un exemple sur 2 journées complètement différentes. Hein. Donc, l'objectif est bien 20 microgrammes par jour. Si vous êtes dans une journée où le diététicien a réfléchi pour essayer de charger en vitamine D, on met un verre de lait le matin, une tranche de gouda et une darne de saumon avec les quantités que je vous ai mis juste avant, et on est à 21,6 microgrammes. Et si je vous mets une deuxième journée où j'ai un peu moins réfléchi, je mets mon verre de lait, je mets un coin de brie avec mon repas de midi et je mets un blanc de poulet. Hein, les gens aiment bien le blanc de poulet, donc c'est pour ça que j'ai mis ça en évidence. On est à 2,6 microgrammes. Donc on voit qu'on passe finalement du simple au double, mais on est presque à 10 fois moins sur ma journée 2. Donc, c'est ce qui montre bien, en fait, que d'une journée à l'autre, les apports nutritionnels vont être complètement différents en vitamine D en fonction de ce qu'on va consommer. On ne peut pas toujours consommer des produits qui sont extrêmement riches en vitamine D si on veut varier son alimentation. Et donc, le CSS, en fait, nous donne des chiffres moyens. Donc, si on fait bien sûr, on ne mange pas, comme je vous dis, toujours la même chose. Et donc, en moyenne, on aurait une consommation qui serait plus ou moins autour des 4 microgrammes par jour, donc qui est largement inférieure aux recommandations. Alors,
comme l'a dit M. Neve, on a une deuxième solution pour acquérir de la vitamine D, c'est le soleil. Donc, on estime qu'il faut une exposition d'environ 15 minutes par jour sur 30% de la surface corporelle. Donc, c'est la tête et les bras qui devraient être au moins exposés au soleil pendant 15 minutes par jour. Et en Belgique, on va dire que l'ensoleillement sera suffisant, en fait, plus ou moins de avril à octobre. Donc, on estime que l'hiver, la supplémentation est d'autant plus importante. Alors, je vais faire la même chose avec le zinc. Hein, donc, pour relier à la pandémie, donc dans les conditions actuelles de la pandémie, l'ensemble de la population doit veiller à s'assurer d'un apport alimentaire suffisant en zinc par la consommation d'aliments riches en zinc. Et donc là, le zinc, on va le retrouver dans la viande, dans les œufs, dans les poissons, dans les céréales, dans les produits à base de céréales, dans les légumineuses, ainsi que dans le lait et dans les produits laitiers. Alors, c'est assez chouette finalement que le CSS ait pensé à mettre en évidence notre rôle. Donc, on peut bien évidemment prendre le conseil d'un diététicien pour une évaluation globale. Et les recommandations sont de 11 mg pour les hommes et de 9 mg pour les femmes. Ça, c'est un chiffre que M. Neve vous a donné tout à l'heure. Donc, on estime environ 10% la prévalence d'un apport insuffisant en zinc, notamment en Belgique. Même chose, les aliments ici en vrac. Donc, on voit ici qu'on est un tout petit peu, on est beaucoup plus, on est plus large. Hein, donc, par exemple, quand on a une portion de 3 tranches de pain, on a 1,6 mg. Dans le bœuf, par une portion normale, on a 6,25 mg. Donc, vous voyez que plic-ploc, on va en retrouver dans plus de groupes alimentaires par rapport à la pyramide alimentaire. Alors, même chose, c'est toujours un peu difficile de se retrouver avec des chiffres par portion et comme ça, pas structurés. Et donc là, j'ai essayé de vous faire un exemple de journée d'une personne qui serait omnivore versus la personne qui serait végétarienne. Donc, mon objectif est 10 mg, c'est la moyenne entre les apports journaliers recommandés pour l'homme et la femme. Et donc, on voit qu'on doit quand même aller vers une alimentation qui est une alimentation équilibrée selon les recommandations du CSS. Donc, on ne va pas prendre du pain blanc, mais du pain complet parce que la quantité de zinc est complètement différente dans le pain complet et dans le pain blanc. Donc, avec 6 tranches de pain complet par jour, un verre de lait, une tranche de gouda et un steak, on est à 11,4 mg. Et mon végétarien, de l'autre côté, s'il prend 6 tranches de pain complet, un verre de lait, un coin de brie, un mélange riz-lentilles pour remplacer son steak, une poignée de noix et les 200 g de légumes qui accompagneraient son mélange riz-lentilles, il est aussi à 10,1 mg. Voilà, donc je pense que j'ai terminé ce que je devais vous dire et le complément d'information que je voulais apporter à ce que M. Neve vous a dit. Donc là, je vais arrêter le partage. Merci à tous les deux pour vos présentations très intéressantes. On a reçu pas mal de questions et donc je vais maintenant vous les poser. Voilà, donc une des premières questions qu'on a reçues de la part de Dominique était de voir un peu s'il n'y avait pas un risque d'overdose de vitamine D ou d'autres si on conseillait une supplémentation quotidienne et plus particulièrement aussi comment est-ce qu'on pouvait peut-être identifier la présence de ces overdoses de micronutriments dans la population. Voilà, monsieur Neve. Je pense que vous m'entendez. Donc, c'est évidemment un problème très général aussi, c'est que si un certain nombre de micronutriments avec les réserves que je vous ai dit tout à l'heure, donc de vitamines, d'oligo-éléments, voire d'éléments minéraux, sont bénéfiques et présentent peu de risques de toxicité, il en est qui ont des risques de toxicité évidents. Et la vitamine D est une de ces vitamines dont il faut absolument éviter les excès. C'est une vitamine liposoluble et on a bien démontré qu'à dose élevée, on avait des effets tout à fait délétères sur pas mal de choses. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important, c'est un autre travail que nous avons fait aussi,
que les concentrations de ces vitamines dans les compléments alimentaires soient bien contrôlées et ne dépassent pas une certaine valeur seuil. Donc, dans tous les compléments alimentaires que vous allez trouver en pharmacie ou dans des marchés de diététique, vous aurez toujours des doses qui sont limitées et qui, théoriquement, permettent d'éviter les intoxications. Et donc, ça, c'est important, à condition que ces compléments soient bien vérifiés, ce qui est le cas notamment chez nous par l'AFSCA, qui a cette compétence de vérification des doses maximales. Ceci dit, ces doses maximales, si elles ont été fixées en partie par le Conseil supérieur de la santé, ne sont pas toujours respectées. Donc, par exemple, pour la vitamine D, le législateur a permis des doses plus importantes. Ça a été la bagarre entre nous, mais ça s'est fait. Alors, on a toujours avantage à rester raisonnable. Donc, par exemple, dans le cas de la vitamine D, le Conseil supérieur de la santé recommande des compléments de 10 à 20 microgrammes par jour, c'est-à-dire de 400 à 800 unités internationales. Donc, ce sont des valeurs extrêmement modérées. Donc, on préférait, nous, 10 à 15 microgrammes par jour et pas même 20 nous semble déjà beaucoup. Et donc, attention, parce qu'il existe des thérapeutes, parfois les diététiciennes peuvent toujours conseiller, bien sûr, la prise de compléments, hein. Mais donc, il existe des gens qui croient que la dose est importante, qu'au plus on en prend, au mieux ça ira. C'est pas le cas. Il faut des doses optimales, il faut essayer de se trouver, faire des apports nutritionnels recommandés. Bon, vous verrez dans le petit bouquin que tout ça a été bien défini, les apports nutritionnels recommandés. Donc, on connaît la quantité optimale, celle qui protège, mais ne jamais dépasser cette quantité. Alors, au niveau alimentaire, ben, il y a évidemment moins de risques d'être intoxiqué par des aliments riches en vitamine D, mais il faut quand même faire des petits bilans parce que vous connaissez la mode des aliments enrichis, hein, où on ajoute de la vitamine D. C'est jamais beaucoup. Je ne sais pas si Aude aura un commentaire là-dessus. Mais donc, toujours plutôt la voie de la modération et de la sagesse que la voie des excès. Et là, c'est souvent un dialogue qui est difficile avec ces naturopathes ou ces médecins dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont toujours pour des mégadoses. Donc, les mégadoses, les grosses doses sont absolument à éviter. Rester sage en termes de compléments alimentaires. C'est normalement le conseil du pharmacien. Le pharmacien est tout à fait éduqué pour conseiller les justes doses. Mais donc, attention à tous ces gourous qui veulent vous faire manger de la vitamine D ou du zinc en grosse quantité. Et je terminerai là-dessus. Malheureusement, derrière ces gens qui veulent faire manger des choses en grosse quantité, il y a souvent des marchands de compléments alimentaires parce qu'ils ne sont pas innocents. Hein, toute la publicité qui a été faite sur ces compléments alimentaires est aussi diligentée par des marchands de compléments alimentaires. Je vous disais tout à l'heure qu'ils ont fait des chiffres faramineux de vente. Et donc, il faut toujours se dire que danger aussi de subir des influences. Alors, le rôle des médias n'est pas innocent non plus, j'en parlais tout à l'heure, en recommandant ces fortes doses sans précaution. Voilà, c'est ma réponse. Je pense que ça m'a répondu à la question. Je ne sais pas si Aude veut ajouter quelque chose. Il y avait également une question un peu dans ce lien-là avec l'été qui arrive et le fait qu'il y aura il y a plus de soleil, et vous avez parlé du fait que la vitamine D pouvait également être obtenue via l'exposition au soleil. Et il y avait deux questions qui revenaient. Est-ce que du coup en été, est-ce qu'il y a un besoin d'avoir des suppléments en vitamine D, ou est-ce que normalement en Belgique c'est suffisant l'exposition qu'on a de manière générale? Et la deuxième question était, est-ce que les crèmes solaires qui sont utilisées bloquent la synthèse de vitamine D? Oui, donc il est difficile de chiffrer l'apport via l'exposition au soleil parce que elle dépend effectivement de cette exposition, mais selon certaines sources, ça peut arriver jusqu'à 50% de la vitamine D corporelle. Donc une exposition sage toujours peut vous donner jusqu'à 50% de la vitamine D dont vous avez besoin. C'est le chiffre maximum. Mais donc, ça, c'est important, mais ça va dépendre évidemment des saisons, parce qu'en plein hiver, vous n'y arriverez pas. Ici, maintenant, dans un été lumineux, ensoleillé, on a tout avantage à s'exposer.
Donc, vient le problème des gens qui ne s'exposent pas au soleil, hein, ces personnes institutionnalisées qui se cachent du soleil, etc. Donc ça, les sources sont très difficiles à évaluer en fait. Hein, donc, mais l'exposition solaire, c'est bien sûr en été et la contribution est importante. Maintenant, tout le monde connaît le rôle maléfique du soleil, hein, et qui peut causer des cancers, des mélanomes, des coups de soleil, etc. Donc, il faut quand même se protéger du soleil. Alors, les crèmes solaires, normalement, ne nuisent pas à la synthèse, d'après ce que j'en sais. Le fait de se mettre des crèmes solaires ne nuit pas. Mais donc, il faut choisir une heure d'exposition. Le soleil n'est pas trop fort, ne pas s'exposer pendant des heures parce que ça devient extrêmement dangereux. Mais donc, je crois qu'Aude a cité les 30 minutes d'exposition au soleil. Ça ne comporte aucun risque par rapport aux effets du soleil sur la peau et c'est tout bénéfique pour la vitamine D. Mais donc, globalement, je terminerai là-dessus. Le Conseil supérieur de la santé recommande en général de se complémenter en vitamine D. Donc, on n'est pas des marchands de compléments alimentaires, mais donc, si on veut arriver à des apports convenables, il faut se complémenter en vitamine D. Alors, cette complémentation doit être régulière, hein, ce n'est pas une fois par an, c'est une fois par semaine, c'est une fois par mois, ça dépend des doses. Le médecin est également bien placé pour donner ses conseils, le pharmacien aussi est bien placé pour donner ses conseils, mais de façon globale, il est difficile de satisfaire ses besoins en vitamine D sans prendre de compléments alimentaires. Mais encore une fois, le cas doit être discuté, examiné. Aude va vous dire on va manger plein de choses riches en vitamine D, mais ce n'est pas nécessairement facile non plus. Voilà, merci. Oui, il y a justement une question pour Aude, donc peut-être qu'il pourra réagir à ce qui a été dit ici. Quelqu'un qui se demandait comment vraiment on peut prendre en compte les besoins de tous les différents micronutriments dans la création d'un repas, puisque tu as montré la création d'un repas pour le zinc, pour avoir nos besoins en zinc, pour avoir nos besoins en vitamine D. Et comment est-ce qu'on peut vraiment alors prendre en compte tous les micronutriments, sachant, voilà, Monsieur Neve parlait de suppléments alimentaires pour la vitamine D. Enfin, voilà, je ne sais pas si tu sais un peu aborder ce point et peut-être expliquer un peu comment est-ce que toi, tu fonctionnes alors, comment tu fais ça en consultation. Alors, je vais juste compléter d'abord ce que Monsieur Neve a dit. Donc, en effet, pour la vitamine D, c'est vraiment, on va dire, même le seul nutriment sur lequel la complémentation est importante. Pour les autres nutriments, à condition qu'on ait une alimentation équilibrée, ce qui, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais à condition qu'on ait une alimentation qui se rapproche des recommandations du CSS en termes alimentaires, puisqu'on a des recommandations nutritionnelles, mais en 2019, on a édité aussi des recommandations alimentaires. Donc, on sait qu'on doit arriver à une certaine quantité de certains aliments par jour pour être en bonne santé. Quand on suit ces recommandations-là, normalement, pour les autres micronutriments, on devrait atteindre les recommandations nutritionnelles. Je vois pas vraiment d'autres nutriments sur lesquels on aurait vraiment des difficultés. Et tout ça, bien évidemment, en intégrant des notions comme il est important, bien évidemment, de consommer un minimum, parce que ça, avec toutes les modes des régimes, on a banni le pain de nos assiettes, et donc il est important, par exemple, de consommer au minimum 125 grammes finalement de pain par jour, parce qu'on a besoin de céréales complètes. On peut avoir les céréales complètes par d'autres aliments, mais ce sont des aliments aussi qui sont d'origine glucidique et qu'on a eu finalement l'habitude d'éliminer de nos assiettes par peur de prendre du poids, par exemple. Or, on sait que si on a ces aliments qui sont complets, dans l'enveloppe des céréales, on va retrouver une quantité de minéraux très importante. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir combler les besoins en différents minéraux. Puis, comme j'insistais tout à l'heure avec la vitamine D, la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D et la vitamine K sont des vitamines qui sont liposolubles. Et donc, toute cette peur aussi par rapport à l'introduction de matières grasses dans son alimentation, a fait aussi que on élimine des nutriments essentiels dans l'alimentation.
je ne sais plus ce que j'allais vous dire à propos de ça. Donc, quand on fait des anamnèses alimentaires chez des personnes qui viennent en consultation, eh bien, elles n'ont souvent pas trop de mal à consommer, par exemple, du salami, hein, mais elles ont extrêmement peur de mettre du beurre sur leur tartine. Et donc, il y a vraiment une relation à la matière grasse visible. Or, ben, si on gère très bien ces matières grasses visibles, on peut apporter de bonnes choses dans son alimentation, contrairement finalement à toutes ces matières grasses cachées, dont on n'a pas spécifiquement peur, qu'on va retrouver en fait dans les produits ultra transformés, dans les charcuteries, tout ça. Et les gens ont vraiment peur de cuisiner à l'huile, de mettre du beurre sur leur tartine. Or, bah, finalement, le beurre, c'est une bonne source en vitamine D. Hein, et pour la vitamine D par rapport au beurre, c'est la même chose que chez nous. Ben, le beurre d'été va être plus riche en vitamine D que le beurre d'hiver. Donc, déjà, ma grand-mère, sans être nutritionniste, le savait parce qu'elle congelait son beurre d'été. Et donc, tout ça est important de remettre, en fait, au centre de l'assiette. Vraiment pas avoir peur des aliments et vraiment revenir sur une alimentation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus variée et en retirant toutes ces craintes des aliments qu'on a depuis certaines décennies, si je puis dire. Et je dois dire qu'on induit certains diététiciens. Hein, donc, je ne cache pas qu'on a fait aussi la chasse aux matières grasses et la chasse aux féculents pendant des décennies aussi pour pouvoir permettre aux gens de maigrir à tout prix. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je pense qu'en effet, ça répondait très bien. Merci, Aude. Peut-être alors une toute dernière question avant de se quitter, comme il est déjà 13 heures. Quelqu'un se posait la question des conséquences sur la santé de l'excès de zinc ou de vitamine D. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être aborder ce sujet. Si je peux, vous m'entendez là? Oui. Donc, j'aurais voulu très brièvement embrayer sur la question précédente. Et donc, le métier de diététicien nutritionniste n'est pas facile. Ce qui est important, c'est l'anamnèse alimentaire. Effectivement, là, ça va beaucoup aider hein, dans cette démarche d'aller voir le diététicien, de lui parler de ce qu'on mange, comment on mange. Mais de nouveau, le Conseil supérieur de la santé, grâce à Aude notamment, mais à d'autres spécialistes, a fait un gros boulot avec ses recommandations alimentaires dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un boulot extrêmement intéressant. Il est récent, il date de 2019. Et nous avons, si vous voulez, mis en relation l'alimentation et les principaux problèmes de santé du Belge. Donc, c'est un travail sérieux, puisque de quoi meurt le Belge, de quoi souffre le Belge en termes de maladies. Et donc, on a mis ça en relation avec les problèmes alimentaires, ce qui a finalement conduit, après un gros travail, ça a duré des années, en un certain nombre de recommandations, de priorités. Il y avait les fameux 10 commandements, comme on a dit, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez essayer de faire pour prémunir ces états de maladie. Et donc, c'est arrivé à ce fameux, vous le voyez, c'est à l'envers, ce fameux épi alimentaire que vous voyez ici. Alors, le premier conseil, Aude l'a évoqué, par exemple, le premier conseil, consommer 125 grammes par jour de produits céréaliers complets. Donc, on a parlé du pain complet. Deuxième conseil, 250 grammes par jour de fruits, 300 grammes par jour de légumes. Troisième conseil, une fois par semaine des légumineuses. Quatrième conseil, 15 à 25 grammes par jour de fruits à coque et de graines. Et enfin, conseil négatif, mais limiter la consommation de sel. Bon, il y a 10 commandements comme cela. C'est vraiment basé sur la pathologie du Belge, si vous voulez. Et en suivant ces conseils, ben, on peut adopter des comportements plus sains. Et ça mérite aussi d'aller, tous ces documents, vous pouvez les trouver sur le site du Conseil supérieur de la santé. Ils sont extrêmement bien faits. Cet épi commence à être fort connu aussi par rapport, c'est très simple à montrer, ça devrait paraître dans toutes les écoles, ça devrait paraître dans tous les instituts d'enseignement. Alors la toxicité, c'est complexe, hein, donc toxicité du zinc, ben, il n'y a pas de manifestation toxique particulière, on doit déjà forcer les doses, le zinc s'élimine extrêmement vite par l'urine, hein. Donc là c'est encore une fois un argument pour ne pas prendre trop de zinc, c'est un peu comme pour la vitamine C. Hein. Si vous consommez 1 gramme de vitamine C, vous en avez 95% qui sont directement dans l'urine. Vous voyez, donc c'est idiot d'aller manger
1 gramme de vitamine C par jour. Si c'est pour l'excréter directement, elle ne sert à rien. L'organisme s'autorégule, hein, donc ça c'est important. Cette autorégulation, c'est facile pour des éléments comme le zinc aussi. Si vous prenez trop de zinc, vous allez l'éliminer tout de suite, l'organisme va s'en débarrasser. Par contre, pour la vitamine D, eh bien, c'est plus difficile. Bon, les intoxications sont rares, mais les spécialistes, les endocrinologues, les médecins qui donnent de la vitamine D à leurs patients ont tous vu des cas d'intoxication à la vitamine D qui sont très bien décrits. Et donc, encore une fois, nous, personnellement, au Conseil supérieur de la santé, on déconseille de dépasser les 50 microgrammes par jour. C'est vraiment une dose qu'il ne faut pas dépasser. Tout à l'heure, je vous parlais d'apport de 10 à 20 microgrammes. Si vous êtes dans le domaine du 50, vous prenez des risques pour votre santé. Voilà, je crois avoir répondu simplement. Oui, merci. Je ne sais pas, Aude, si tu veux encore aborder quelque chose. Sinon, on clôturera l'événement maintenant. Non, peut-être juste ajouter, pour appuyer ce que M. Ney vient de dire au début de son intervention. Donc, en diététique, bien évidemment, on passe par cette anamnèse alimentaire quand on reçoit les gens en consultation. Et donc, forcément, pour pouvoir aider le patient à modifier son alimentation, on se base toujours sur ce qu'il fait jusque-là, et donc pouvoir analyser finalement ce qu'il fait de bien et ce qu'il fait de moins bien pour pouvoir un peu l'aider à corriger son alimentation. Donc, il n'est pas question finalement de modifier complètement et d'obliger les gens à manger d'une façon complètement différente et de les perturber dans leur quotidien, mais c'est de les aider finalement à aller à optimaliser leurs besoins nutritionnels au départ de leur alimentation. Merci. Merci à tous les deux, en tout cas, pour votre participation à ce webinaire. C'était vraiment très intéressant et on a reçu vraiment beaucoup de questions. Donc, ça montre que le sujet intéresse tout le monde. Je propose que nous clôturions maintenant l'événement et j'invite toutes les personnes qui étaient présentes, qui ont participé, à nous rejoindre au prochain webinaire, qui sera notre dernier webinaire sur les effets indésirables des médicaments, qui aura lieu lundi 21 à partir de 12h15. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Au revoir.